Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la première édition d'information de la soirée sur l'Oula. Voici le sommaire. Focus ce soir sur un axe clé du communiqué du cabinet royal publié à l'issue de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Au-delà des passions et des réactions à chaud, le message de Sa Majesté le Roi s'est élevé comme un appel à l'unité, à la raison et au rassemblement. Un message de sagesse qui replace l'événement sportif à sa juste dimension et rappelle l'essentiel, l'ancrage africain du Maroc, une histoire, une vision et un destin commun. L'hiver continue de s'installer sous nos cieux et impose son rythme. Il a beaucoup neigé sur les hauteurs. Si quelques chanceux ont pu rejoindre Ifrane ou Azrou, d'autres ont dû rebrousser chemin après la fermeture des routes. Et nous restons en montagne, plus précisément au lac Agelmen Azgza, qui a abrité la 9e édition du Ice Swim Morocco, seul événement en eau glacée organisé au Maroc attirant des nageurs et passionnés du monde entier. L'Ice Swim in Morocco est classé parmi les 100 meilleurs événements mondiaux de natation en eau libre, une expérience inédite et stimulante que nous suivrons en fin de journal. En ouverture de ce journal, un focus ce soir sur un axe clé du communiqué du cabinet royal publié à l'issue de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition continentale qui fera date. Le souverain souligne que cette CAN a été au-delà du tournoi sportif, une célébration de l'unité africaine et un moment fort de fraternité entre les peuples. Le Royaume du Maroc est et restera un grand pays africain, fidèle à l'esprit de fraternité, de solidarité et de respect qu'il a toujours cultivé à l'égard de son continent, a souligné le souverain. Dans son message, Sa Majesté le Roi a insisté sur l'enracinement et la profondeur des liens du royaume avec son ancrage africain, rappelant ainsi la force de l'histoire et la pertinence et de la constance d'un choix stratégique, humain et civilisationnel qui se renforce par l'action et se consolide par la conviction d'un destin commun. Et pour décrypter donc l'actualité hebdomadaire, nous accueillons en plateau le politologue et professeur de droit Mustafa Shimi. Mustafa Shimi, bonsoir. Bonsoir. Alors, à travers ce communiqué, Sa Majesté le Roi donc montre clairement les liens donc avec l'Afrique ne sont ni circonstanciels ni émotionnels. Ils sont stratégiques, humains et civilisationnels. Dans quelle mesure ceci reflète-t-il donc la vision de Sa Majesté le Roi d'une Afrique résiliente et unie ? Le souverain a tenu à faire ce communiqué pour un certain nombre de raisons, liées évidemment aux conditions dans lesquelles s'est déroulée la CAN, j'y reviens pas, mais c'est une occasion pour Sa Majesté le Roi de réitérer sa position constante pour ce qui est de la position du Royaume à l'endroit du continent. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que c'est une vision qui a été affirmée avec éclat. Voici plus d'une dizaine d'années, notamment au Forum économique d'Abidjan, Maroc-Côte d'Ivoire, du 24 février 2014, où le souverain avait insisté sur un certain nombre de points qui étaient donc le cadre et le référentiel de sa position africaine et de sa vision à l'égard du continent. D'abord, la vocation africaine du royaume, elle est liée à l'histoire, évidemment, tout le monde le sait. Il avait développé à cette occasion le principe de la nécessité d'une coopération sud-sud. Il avait insisté sur le fait que le continent devait se prendre en charge, je le cite, qu'il faut faire confiance à l'Afrique et qu'il y avait des principes à consolider, lesquels la coopération, la solidarité, le respect d'intégrité territoriale. Il avait également appelé à une meilleure gouvernance au sein de l'Afrique. Et puis, il avait dit qu'il fallait triompher de ce qu'il a appelé l'afro-pessimisme. Ça a été réitéré, tous ces points-là ont été réitérés dans le discours historique Sa Majesté le Roi fin janvier 2017 à l'occasion du retour du royaume au sein de la famille africaine. Et vous avez fait référence au message, il participe de cette préoccupation-là et de cette vision. C'est quoi ?
Il a regretté, dénoncé les fameux des incidents déplorables et puis de quelques campagnes de dénigrement ici et là, etc. Mais fondamentalement, Sa Majesté le Roi a insisté sur le poids et la dimension de la fraternité interafricaine. Le peuple marocain, a-t-il précisé, n'a ni rancœur ni rancune. Son engagement est déterminé à l'endroit de l'Afrique. Et puis, il faut rappeler sur ce plan-là précisément, dans le cadre de cette disponibilité, cet état d'esprit, la visite demain du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, donc réunion de la commission mixte. Donc on va au-delà du match, évidemment. C'est une histoire longue que celle des relations entre le Maroc et le Sénégal. C'est des liens historiques, culturels, religieux et autres. Il y a des ponts qui ont été construits au sein du continent qu'il faut consolider. Et puis place maintenant à la diplomatie et donc à la mise en relief d'une coopération adossée à des principes de solidarité, de fraternité et de coopération. Donc c'était important que ce communiqué soit publié avec le fait qu'il y a l'actif de la politique royale, c'est quoi? C'est une quarantaine de voyages en Afrique, tout le monde le sait, dont 32 voyages officiels, et puis le stock de plus d'1 millier d'accords conclus par le Maroc avec un certain nombre de pays africains. Alors, autre fait marquant donc cette semaine, Mostafa Srimi, l'acceptation par Sa Majesté le Roi de se joindre en tant que membre fondateur du Conseil donc de la paix, une initiative proposée par le président américain donc Donald Trump. Cette invitation constitue une reconnaissance, il faut le dire, du leadership donc éclairé de Sa Majesté le Roi et de sa stature en tant donc qu'acteur de paix incontournable. L'initiative qui est portée aujourd'hui par le président américain Trump est intéressante. Elle a été préparée pendant des semaines et, il faut le dire, le Maroc a été associé à ce processus de préparation. Alors, donc, c'est extrêmement important. Et Sa Majesté le Roi avait déjà publié il y a quelques jours, vous vous souvenez, un communiqué disant qu'il acceptait donc l'adhésion du Maroc comme membre fondateur du Conseil de paix. Alors, ce Conseil de paix, il a un historique. Il y a eu la déclaration de New York début septembre à l'initiative conjointe de la France et de l'Arabie Saoudite, suivie par une résolution, c'est important, une résolution du Conseil de sécurité du 3 novembre 2025. C'est pour ça que je vous dis que ça a été préparé. Et la place du Maroc maintenant est consacrée au premier plan. Vous savez, il fait partie c'est le premier pays. Il y a le deuxième pays, Bahreïn, qui ont signé. On va sûrement y revenir. Alors pourquoi cette place de premier plan? Parce que le Maroc dispose d'un certain nombre d'atouts. Lesquels? C'est un État pivot entre l'Afrique, le monde arabe et l'Occident. C'est également un acteur diplomatique prévisible et crédible. C'est aussi un partenaire fiable, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Et puis c'est un producteur de paix. Le Maroc, tout le temps, se distingue dans la diplomatie par le respect des principes de la paix, de la coopération, etc. Alors cette charte est intéressante pour le Maroc, c'est pour ça qu'il y adhère, parce qu'elle lui offre un certain nombre d'éléments positifs qui sont une valeur ajoutée à sa diplomatie. Lesquels? Elle offre une nouvelle opportunité stratégique. Vous êtes sélectionné, vous avez été retenu. C'est également l'expression d'une capitalisation d'influence. J'y ajoute une visibilité stratégique particulière, supplémentaire, en dehors du cadre onusien, Nations Unies. Et puis ça permet l'accès à un cercle décisionnel restreint, c'est extrêmement important. Enfin, évidemment, ça permet au Maroc d'être de nouveau le porte-voix, le porte-parole de l'Afrique. Donc, finalement, sur toute la ligne, c'est la consécration d'une diplomatie qui a su accumuler, capitaliser du respect, de l'influence, et puis, évidemment, le rôle éminent de Sa Majesté le Roi comme leader. Le leadership est salué à l'international, vous savez, le leadership personnel, moral, politique et diplomatique. Et puis, sur instruction de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a signé justement à Davos, donc en Suisse, la charte constitutive du Conseil donc de paix. C'était lors d'une cérémonie présidée donc par Donald Trump. Quelles seraient les missions de ce Conseil ?
On a vu les images évidemment de télévision de notre ministre des Affaires étrangères Nassar Bourita signer cette charte à côté du président Trump, c'est extrêmement important. Cette charte est aujourd'hui en vigueur, elle est entrée en vigueur à Davos. Pourquoi? Parce que les textes prévoient qu'il faut qu'il y ait 3 signatures pour qu'elle entre en vigueur. Les 3 signatures, c'est lesquelles? C'est les États-Unis, le Maroc et Bahreïn. Donc c'est extrêmement important. Alors cette charte, c'est quoi? C'est une plateforme politique, c'est un organisme international interétatique, c'est les États, et les invitations lancées par le président Trump se sont tournées vers une 50aine de pays. Que les principes de cette charte, il faut les rappeler, c'est d'abord qu'elle se veut conforme au droit international, c'est important, et le principe de la charte. Les principes, c'est quoi? C'est la consolidation d'une paix durable, c'est pour ce qui est des États une coopération pratique et efficace, donc de l'efficacité, également le souci de la stabilité, l'exigence d'une gouvernance fiable et légitime, et puis des décisions politiques. À la différence de l'ONU, du Conseil de sécurité, il n'y a pas de décision contraignante. Ici, ce sont des décisions politiques, donc la politique retrouve pleinement ses droits, avec s'apparente à ce que je pourrais appeler un dispositif d'influence directe. Elle vise également à structurer un axe de stabilité des États. Pour l'heure, il y a une vingtaine de pays qui ont donné leur accord. Il y en a d'autres qui sont encore indécis. Pour la Russie, c'est à l'étude, etc. Il y a le nom de la France, le Royaume-Uni, d'autres pays, etc. Mais c'est quelque chose de fondamental qui va être un aiguillon et un vecteur pouvant conforter la paix dans un certain nombre de régions où cette paix est précisément menacée. Mustafa Shimi, merci d'avoir décrypté pour nous donc l'actualité de la semaine. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur de droit. Merci. Merci à vous. À la une de l'actualité, également ce temps hivernal qui s'installe. La Direction générale de la météorologie a émis un bulletin d'alerte de niveau orange. Entre 60 et 80 mm sont attendus jusqu'à demain après-midi dans de nombreuses provinces. Sont notamment concernées les provinces de Tanger, Asséla, Mdirk, Fnedaq, Chefchaouen, Fars, Anjara, Ouazzane, Tétouan et Larache. Le même phénomène est également prévu à Taounet et El Hossima. Et puis des chutes de neige également à partir de 1600 mètres avec des hauteurs allant de 10 à 20 cm sont attendues à Midelt, Gersif, Sfro, Taza, Boulmen, Ifren, Hossima jusqu'à demain matin. Et puis le vent soufflera très fort jusqu'à 90 km/h et devrait toucher ce soir les provinces de Figuig, Taourir, Gersif, Jarada, Taza, Hossima et Chefchaouen. Et puis les températures, vous vous êtes rendu compte, elles sont glaciales entre -8 et -3 degrés. Elles vont faire trembler les provinces de Midelt, Boulmen, Taza, Gersif, Sfro, Ouarzazat, Taroudant, Tinghir, El Haouz, Azilal, Beni Mellal, Ifran, Khenifra et Chichaoua. Et puis ce temps hivernal impose donc son rythme, il est au ralenti sur les hauteurs. Si quelques chanceux ont pu rejoindre Ifren et Azro, d'autres donc souvent des retardataires ont dû rebrousser chemin après la fermeture de la route à cause bien entendu de la neige. Reportage Sofia Fgroud, Nourdine Loubani, Ahmed Fadili. Ils espéraient rejoindre Ifren pour un dimanche sous la neige, mais c'est ici, à l'entrée de l'Hajb, que ces automobilistes vont devoir rebrousser chemin. Et la raison est bien visible. Sur le bas-côté de la route, l'eau coule à flot. Et au loin, un paysage blanchi. Plus on montait, plus la neige s'épaissit. Impossible donc d'aller plus loin. Alors ces touristes vont devoir prendre leur mal en patience. J'étais en route pour Ifren, mais une fois à Al-Hajb, les autorités nous ont dit de faire demi-tour, car la route est coupée à cause des neiges. Paraît-il, la route entre Azro et Al-Hajb et entre Azro et Ifren est impraticable. Il neige beaucoup et la route est coupée. Nous devons rentrer pour notre propre sécurité. Nous venons d'El Jadida en direction d'Azro, mais nous devons attendre que la météo s'améliore pour pouvoir continuer. Comme ça, nous évitons le danger. La virée enneigée s'arrêtera donc ici pour ces touristes, résignés mais quelque peu amers. Car voilà ce qui se passe de l'autre côté de la barrière de neige, des kilomètres plus loin. Un joyeux désordre sur la poudreuse, car la neige offre toujours un univers infini
de jeux improvisés. Surplombant Azro, les hauteurs de Eit Ali, Eit Yacoub et Ben Smim offrent un paysage féerique qui se savoure mieux, un verre de thé bien chaud à la main. Je suis venu de Zagora. Le paysage est tout blanc. Il est à couper le souffle. Toutes les activités sont disponibles. Ski, balade à cheval, on peut tout y faire. Nous sommes de Meknès et en ce début de vacances scolaires, nous sommes venus profiter de la neige. La région n'avait pas reçu autant de neige depuis 2018. Tout est merveilleux et nous profitons de la beauté du Maroc. La neige a même saupoudré les hauteurs près de Tétouan. Ici, à Jbel Rorriz, les Tétouanais ont bravé le froid pour admirer ce paysage rare. À travers le Maroc, des routes s'arrêtent trop tôt, d'autres offrent encore un paysage exceptionnel. Elles rappellent surtout que la neige, aussi belle soit-elle, reste un cadeau de la nature qu'il faut savoir contempler avec prudence. Et maintenant, place à un petit plongeon en eau glacée à Khnefra, au cœur du lac Aguelmen Azegza, pour la 9e édition du Ice Swim Morocco. Avec une eau à 0 degré, il faudra faire preuve d'un mental d'acier pour terminer les épreuves de natation. L'événement attire chaque année de nombreux participants d'ici et d'ailleurs, une expérience inédite et stimulante. Reportage Ahmed Fadeli et Maria Oued. Ils sont âgés entre 16 et, tenez-vous bien, 80 ans. Et tous ont en commun l'amour des grands espaces gelés, ou comment se surpasser dans un environnement extrême. Dans ce décor polaire, le lac Aguelmen Azegza devient une fois encore le théâtre de la 9e édition du Ice Swim Morocco. Un rendez-vous hors du commun qui compte déjà de nombreux adeptes marocains et étrangers. Cette année, le décor est idyllique car il neige beaucoup et cela nous motive encore plus à entrer dans l'eau. Pour cette 9e édition, 6 pays participent à l'événement et parmi eux, la Norvège, la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne et bien entendu le Maroc. Et les distances s'échelonnent entre 150 et 1000 mètres. La 3e fois que je suis venue ici, et bon, l'année passée, il y avait 24 degrés quand on sortait de l'eau. Et là, c'est vraiment une expérience incroyable. L'organisation pour cet événement, c'est vraiment un grand challenge. Et je suis très, très reconnaissante de pouvoir plonger non seulement dans ce beau lac, mais aussi un peu dans la tradition et puis la culture marocaine. Et il y a celles et ceux portés par une endurance profonde et qui voient dans cet événement une occasion privilégiée de découvrir le pays, d'explorer la région et de s'immerger au cœur des paysages immaculés du Moyen Atlas. Il neige beaucoup et cela ne me change pas beaucoup de la Norvège où je vis, où je pratique régulièrement la natation en eau glacée. Toutefois, pour la petite anecdote, lorsque j'ai annoncé à ma famille que j'allais participer à un tel événement en Afrique, les gens pensaient que le soleil s'inviterait et qu'il ne neigerait en aucun cas. Lorsque je leur ai envoyé les photos du site, ils n'en revenaient pas. Fidèle à l'esprit de toute une communauté soudée par l'amour de l'effort et du froid, la natation en eau glacée se vit comme une expérience collective et une aventure humaine où chaque geste devient un symbole de résilience et de dépassement de soi. Et ce temps hivernal sévit outre-Atlantique aussi. Aux États-Unis, plus de 700 000 foyers du Nouveau-Mexique à l'ouest jusqu'à New York à l'est sont privés d'électricité ce dimanche et près de 13 000 vols ont été annulés. En cause, une tempête hivernale d'une ampleur exceptionnelle qui frappe de vastes pans du pays. La tempête qui a battu des records en termes de superficie et de nombre de comtés touchés simultanément devrait se poursuivre au moins jusqu'à demain matin avec des chutes de neige estimées entre 30 et 60 cm selon les prévisions météorologiques. Au total, 20 États ainsi que la capitale américaine Washington ont déclaré l'état d'urgence.
Conflit russo-ukrainien, le président Volodymyr Zelensky a réclamé à ses alliés plus de moyens de défense antiaérienne face aux frappes russes qui ont privé des centaines de milliers d'habitants de Kiev d'électricité et de chauffage au plus fort de l'hiver. La Russie bombarde sans relâche les centrales et le réseau électrique de l'Ukraine. Un premier cycle de négociations directes entre délégations ukrainiennes, russes et américaines sur le plan américain de règlement du conflit s'est achevé hier à Abu Dhabi sans apparente avancée réelle. Le président Zelensky a cependant qualifié ces discussions de constructives et a indiqué que de nouvelles rencontres pourraient avoir lieu dès la semaine prochaine à nouveau à Abu Dhabi. Et avant de refermer ce journal, direction la cité Ocre où plus de 15 000 coureurs étaient sur la ligne de départ de la 36e édition du Marathon international de Marrakech. Les athlètes marocains ont dominé l'épreuve en s'adjugeant les premières places des différentes épreuves chez les hommes comme chez les dames. L'athlète marocain Abdelhadi El Baili a remporté la course en 2h07 minutes 37 secondes. Chez les dames, l'épreuve a été remportée par la Marocaine Hayat Benhima en 2h24 minutes et 48 secondes, devançant ses compatriotes Oumeima Saoud et Kautar Farkoussi. L'épreuve du semi-marathon a été remportée par le Marocain Hichem Ouledha en 1h 2 minutes et 0 secondes. Chez les femmes, l'athlète marocaine Fatem Zara Birdaha s'est classée première après avoir bouclé la distance en 1h 9 minutes et 40 secondes. Le programme de cette édition comprenait également l'organisation d'une course ouverte au grand public sur 5 km visant à encourager donc la pratique sportive et à élargir la base de participation à toutes les tranches d'âge. Et avant de refermer le journal, cette triste nouvelle, le monde de la presse sportive est en deuil. Nous venons d'apprendre le décès de l'un des doyens du journalisme sportif, Najib Selmi, de son vrai nom Saïd Hajjaj. Le défunt était le chef du service sport au journal L'Opinion. Il avait également présidé l'association marocaine du journalisme sportif de 1993 à 2009. Najib Selmi s'était retiré des médias ces dernières années à cause de sa maladie. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur la 20h30. Excellente soirée, excellent début de semaine également.